Donc effectivement, je vais vous entretenir de l'accueil sur ce qu'on appelle aujourd'hui le plateau Vivarais-Lignon, mais qu'on appelait de par le passé plutôt la montagne. Le terme de montagne, d'ailleurs, avait un sens plutôt religieux que géographique, car effectivement, cette montagne correspond grosso modo au rebord nord du massif du Mazin qui redescend en direction de la vallée du Lignon. Alors, on trouvait dans la montagne une population en majorité paysanne qui vivait d'une polyculture vivrière. Au début du XXe siècle, et c'est important pour comprendre les modalités de l'accueil, une révolution technologique intervient avec la création du chemin de fer départemental à voie étroite qui est surnommé la Galoche, qui traverse les deux cantons de Tence et de Saint-Agrève, et qui va évidemment favoriser le décloisonnement de la région, puisque au temps des diligences au XIXe siècle, il fallait encore 8 heures pour rejoindre la grande ville la plus proche, Saint-Étienne, alors que grâce au petit train, on va pouvoir rejoindre ce centre urbain en 3 heures. Alors il y a effectivement sur cette montagne, une tradition d'accueil, en particulier des enfants, qui, d'après les spécialistes, remontent au XVIIIe siècle, puisque les familles paysannes avaient, depuis le XVIIIe siècle, l'habitude d'accueillir des orphelins ou des enfants abandonnés, en particulier dans le canton de Saint-Agrève. Alors, il y a aussi une tradition de placement des enfants en nourrice en provenance des hospices de Lyon et de Saint-Étienne. Alors l'accueil des enfants, en particulier avec les évolutions technologiques que je viens de rappeler, connaît une évolution importante sous l'impulsion du pasteur Comte qui va créer l'œuvre des enfants à la montagne. Bon, le pasteur Comte, qui est en poste à Saint-Étienne, a la volonté de favoriser l'ancrage du christianisme dans des milieux populaires en partie déchristianisés, et il s'engage donc dans une action militante suite à un séjour qu'il effectue lui-même en famille à Montfaucon en 1891. Il se rend compte des possibilités d'accueil de la région, avec la pureté de l'air, les capacités aussi nutritives que l'on peut rencontrer à travers l'agriculture vivrière que j'évoquais, les compléments aussi de fruits qui peuvent provenir de l'Ardèche. Donc il va s'engager dans une œuvre en rapport avec le milieu populaire. Il s'agit de placer des enfants de familles ouvrières, en particulier des fils de mineurs du bassin de Saint-Étienne, donc chez des paysans pendant l'été. Donc l'action se met en place avec l'appui de l'Église réformée, mais également aussi avec l'appui du journal La Tribune, à la fondation duquel d'ailleurs le pasteur a participé. L'œuvre est financée par les cotisations des membres de l'organisation, les frais de séjour dans les familles paysannes étant modulés par les capacités financières des familles. Alors le développement de l'accueil est rapide. Quelques chiffres: 52 enfants sont placés dès la première année en 1893. Ce nombre augmente rapidement. 635 enfants en 1898 et 3754 d'après les chiffres disponibles au milieu des années 30. Alors se mettent alors en place
des structures d'accueil sur le plateau, structures d'accueil diversifiées, bien sûr. Les familles les enfants sont placés d'abord dans des familles paysannes, mais il y a aussi la création de maisons d'enfants, et également d'hôtels, d'hôtels familiaux qui vont soutenir aussi le développement d'un tourisme populaire, mais toujours aussi en relation étroite avec cette tradition de l'accueil. Alors, les initiatives sont prises à l'origine par un milieu protestant. J'ai parlé du pasteur Comte. Progressivement, cependant, les structures d'accueil vont se diversifier et les catholiques s'y trouveront également associés avec, en particulier, l'œuvre des petits bergers des Cévennes qui collaborera avec les protestants dans un contexte œcuménique. Alors, venons-en maintenant à la grande période de l'accueil des réfugiés, dans les années 30 et bien sûr pendant la guerre. Alors, l'accueil est renouvelé dans la seconde moitié des années 30 par l'arrivée des réfugiés espagnols. L'Espagne est alors déchirée par une guerre civile. Des populations, en particulier des femmes et des enfants, sont évacués et vont trouver tout naturellement accueil sur le plateau autour du Chambon. On dénombre trois vagues de réfugiés espagnols successives. Une première en octobre 1936, une seconde à l'été 1937 et une troisième au printemps 1939. Alors dans cet accueil des réfugiés espagnols, les communes protestantes au centre du plateau, le Mazet et le Chambon sont plus particulièrement en première ligne avec les structures d'accueil que j'évoquais à l'instant. Il faut rappeler aussi que dans le même temps, lors des élections législatives du printemps 1936, c'est bien les protestants du Chambon et du Mazet avaient voté très majoritairement pour les candidats du Front populaire qui réunissaient dans ces deux communes plus de 90% des suffrages, alors que la circonscription d'Issingeaux, dans laquelle évidemment le canton dont fait partie le canton de Tence, avait des orientations politiques très différentes. Alors, ceci dit, il ne faudrait pas enjoliver cette histoire. Il y a eu aussi quelques limites à l'accueil, certaines réticences à ceux qui étaient perçus comme des rouges, fauteurs de guerre, la volonté aussi parfois de préserver les saisons touristiques qui pouvaient parfois inciter à une certaine réserve dans l'accueil des réfugiés, mais enfin, cet accueil des Espagnols a été une réalité. Survient la guerre qui va être évidemment l'apogée de l'accueil sur ce que l'historien François Boulet a appelé la montagne judéo-protestante. Se met alors en place un véritable pays sauveteur, avec évidemment la mobilisation des pasteurs du consistoire de la montagne et la mobilisation aussi de toute une population paysanne sur le plateau. Alors, il faut tenir également, il faut prendre aussi en considération l'action d'un groupe d'acteurs, plus particulièrement autour de la commune du Chambon-sur-Lignon, avec des personnalités comme celle du maire Charles Guillon et encore d'André Philippe, député socialiste SFIO de Lyon, élu du Front populaire qui a joué un rôle important avec la loi des 40 heures, mais qui avait aussi une maison secondaire au Chambon-sur-Lignon. Il y aura effectivement différentes catégories de réfugiés qui arrivent sur le plateau pendant la guerre. Il y a tout d'abord, ne les oublions pas, quelques antifascistes allemands et en provenance des pays d'Europe centrale, fuyant l'avancée du nazisme dès la fin des années 30. Il y a le phénomène de l'accueil des populations belges et françaises du nord de la France qui fuient l'avancée de la Wehrmacht pendant la campagne de France, puisqu'il faut rappeler que
l'armée allemande arrive aux portes de la Haute-Loire au moment de l'entrée en vigueur de l'armistice. Et puis il y a bien sûr à partir de 1941 l'arrivée des Juifs, l'arrivée des Juifs dont le nombre va croître avec l'occupation de la zone sud et de la région niçoise en particulier, qui avait servi de refuge à un grand nombre de familles juives. Dernière catégorie de réfugiés sur le plateau, ce sont les réfractaires du STO. Le réfractaire du STO est le service du travail obligatoire qui est mis en place par le gouvernement de Vichy en février 1943. Ce sont des populations donc qui refusent le départ en Allemagne et qui vont vivre un petit peu en marge de la société. Et parmi ceux-ci, mais pas tous, un certain nombre vont devenir des maquisards. Alors ces réfugiés, en particulier juifs et réfractaires du STO, vont être dispersés dans les familles d'accueil, prenant la suite du tourisme populaire et de l'accueil des enfants de la région stéphanoise qui s'était mise en place depuis la fin du 19e siècle, donc sur l'ensemble des communes du plateau, à partir du centre que constituait évidemment le Chambon-sur-Lignon, qui devait ce rôle central au fait d'accueillir effectivement la gare, la gare sur le tracé de la Galoche, qui permettait d'acheminer des populations de réfugiés sur le plateau. Alors cette histoire est bien connue, mais quelles sont les raisons de cette réussite de l'accueil et de cette tradition de l'accueil sur la montagne, et en particulier dans les familles calvinistes, qui n'étaient d'ailleurs pas, comme je l'ai rappelé, les seuls à accueillir des réfugiés? Eh bien évidemment, c'était la mémoire des persécutions que leurs ancêtres huguenots avaient pu subir à l'époque, au XVIIe siècle, et au moment plus particulièrement de la révocation de l'édit de Nantes. Alors évidemment, ces événements étaient déjà lointains. La révocation de l'édit de Nantes date de 1685, et les événements que j'évoquais dataient de la fin des années 30 et des années 40, donc ça faisait à peu près 250 ans. Les contemporains n'en avaient pas une expérience directe, cela va sans dire, mais ils en conservaient la mémoire. Il faut rappeler par exemple qu'au Chambon, vous avez un chemin du dragon, qui évoquait bien évidemment l'expérience des dragonnades. Donc il y avait une mémoire qui laissait aux protestants, entre autres, le sentiment qu'ils n'étaient certes pas en première ligne des persécutions que subissaient alors, entre autres, les Juifs et ceux qui manifestaient une opposition politique au régime de Vichy et à l'occupant, mais qui pouvaient laisser quand même le sentiment à ces populations qu'elles pouvaient être à leur tour menacées. D'où une incitation à l'action, et c'est finalement effectivement la plus belle forme de la mémoire que de conduire à l'action dans le temps présent et en fonction des enjeux du temps présent. Alors il est certes parfois utile d'avoir des musées et des lieux de mémoire, surtout si ces lieux de mémoire peuvent associer l'ensemble des communes qui se rattachent à cette histoire, ce qui n'est pas vraiment le cas encore au Chambon-sur-Lignon, mais très certainement la plus belle forme de la commémoration de l'histoire et de la mémoire reste encore l'action dans le temps présent, et c'est très certainement aussi toute la légitimité de notre présence sur ce plateau, sur ce massif du Mézin aujourd'hui. Je vous remercie.